Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est le village qui a disparu en une nuit, la malédiction de Roanoke. C'est parti. Les plantes épaisses ourlaient la côte de leurs bras sombres, griffant d'ombre la lumière dorée qui s'étalait sur le sable tiède. Lorsque la coque du navire se glissa enfin jusque dans l'eau peu profonde, John White fut le premier à descendre sur la terre inconnue. Ses bottes s'enfoncèrent dans la vase et il sentit, à travers la semelle, la fraîcheur du nouveau monde. Derrière lui, les autres colons franchirent le bordage, trébuchant, riant nerveusement ou murmurant avec appréhension. Les vagues du large portaient encore, jusqu'à eux, la brume salée et les souvenirs du vieux continent. Devant eux, la forêt dressait ses troncs majestueux, et le vent semblait transporter entre les feuillages des promesses, des menaces, peut-être les deux à la fois. Chacun, homme, femme ou enfant, savait que rien ne serait jamais plus pareil, ni pour eux, ni pour ceux qu'ils avaient laissés derrière. Les enfants cueillaient, d'abord timidement puis avec avidité, les coquillages nacrés dispersés sur le rivage, tandis que les adultes déchargeaient caisses, outils, couvertures roulées et toutes ces simples reliques qu'on peut risquer d'arracher à une vie pour en bâtir une autre. Marjorie brisa le silence en posant le pied à son tour sur le sol. Elle se tenait près de sa sœur Éléanore, la future mère, qui portait sous la laine bleue la promesse d'un enfant à venir. Ensemble, les deux femmes levèrent les yeux vers la barrière claire des arbres. Dans la lumière hésitante du matin, les troncs se pressaient les uns contre les autres, austères, impénétrables. Elles n'y virent d'abord qu'une ombre, mais Éléanore, serrant la manche de Marjorie, chuchota « Entends-tu » Marjorie se raidit, cherchant à travers le murmure des vagues ce quelque chose d'étrange, une note étrangère qui flottait, à la limite de l'oreille. Était-ce le vent ou bien, déjà, la promesse d'une présence indiscernable, tapie sous l'écorce, qui les écoutait arriver? La première nuit n'apporta pas le repos. La colonie s'enroula sur elle-même à la lisière du bois, dans l'île de Roanoke, serpentant de feu faible en feu mourant. Les hommes avaient dressé des palissades de fortune, mais elles ressemblaient plus à des bras tremblants tendus vers le ciel qu'à quelque protection tangible. Les femmes, assises tout près des hautes flammes, chantaient très bas de vieux airs d'Angleterre, des mélodies fragiles, destinées plus à apaiser leur propre inquiétude qu'à divertir les enfants roulés contre les flancs maternels. Dans l'obscurité, les bruits ordinaires des bois semblaient amplifiés, presque déformés. Des craquements, le pas d'un animal, peut-être, ou quelque chose d'autre. Le crissement d'une branche, là où aucune main humaine n'aurait pu se tendre, le chuintement infime d'une feuille, et parfois, tous prétendaient que c'était le vent, un air de musique égarée, suspendu dans l'air humide. Le refrain de la peur s'immisçait déjà dans les veines de chacun, insidieux, tenace. Pourtant, au matin, nulle trace d'intrus, rien qui n'eût été déplacé hormis la rosée, dense et froide, sur la terre battue. Les jours suivants, les colons travaillèrent sans relâche, soulevés par l'énergie d'un commencement. On dressa des cabanes de rondins tordus, on traça les premiers sillons rêches pour le maïs, les haricots, les quelques graines rapportées d'Angleterre. Les hommes parcouraient les lisières, levant le gibier à grand bruit, surveillant toujours d'un œil l'enchevêtrement mouvant de la forêt. Des sentiers commençaient à naître entre les cabanes, croisant des flaques de soleil, traversant des clairières dont les contours semblaient changer d'une heure à l'autre. Un enfant, William, s'avisa un matin de suivre un papillon aux ailes dorées qui voltait en zigzagant vers les fourrés denses. Marjorie le vit partir, glissa un cri, et l'homme le plus proche, maître Georgeot, s'enfonça dans la verdure pour le rattraper. Ils entendirent, un bref instant, des petits pas, puis le bruissement d'une fuite nerveuse. William émergea soudain, porteur de taches de feuilles et de rires gênés. « Il y a des grands arbres, si haut qu'on ne voit pas la fin, dit-il, les yeux pétillants. Pourtant, George,
qui le tenait par l'épaule, ne souriait pas. Il avait aperçu, à la base d'un chêne, une empreinte, pas d'enfant, mais de pieds nus et grands, imprimés dans la terre noire. Personne n'en parla ce soir-là, mais chacun y songea, tandis que les ombres se refermaient autour de la colonie. Alors que l'été progressait, la nature offrait à la fois sa générosité et son indifférence. Les jours étaient brûlants, saturés de lumière trop blanche. Les insectes bourdonnaient à la surface des flaques, les chants d'oiseaux fendaient l'air à toute heure. Parfois, un animal passait dans le sous-bois, postant ses yeux pétrifiés sur les êtres étranges venus troubler la tranquillité ancestrale de l'île. La colonie commença à respirer dans ce rythme nouveau, alternance de labeur et de prudence, d'espérance et de doute. Des rumeurs passaient, murmurées à l'heure où les femmes pilaient le maïs, autour du puits ou sous les auvents de branchage. On aurait vu, la veille, des silhouettes entre les arbres. Certains colons prétendaient que les habitants indigènes, les Croatoans, apparaissaient puis disparaissaient en silence, les surveillant sans jamais s'approcher. Une nuit, dans le campement silencieux, John White lui-même sortit de sa cabane, épuisé, attiré par un bruit ténu. Le feu de veillée projetait sur les troncs des ombres démesurées, dansant, s'étirant, se rétractant. Entre les branches, il crut percevoir, très lointain, comme une voix, non, plusieurs voix, entrelacées, portées par une sorte de chant indistinct. Ce n'était pas la psalmodie d'Europe, ni les airs paisibles que sa mère lui murmurait autrefois. C'était plus ancien, un appel grave et doux à la fois, entrecoupé de silences si profonds qu'il semblait avaler son cœur dans leur obscurité. Il recula précipitamment, heurtant la palissade, et regagna sa couche sans un mot. Le lendemain, à table, il questionna Éléanore à voix basse. Elle répondit simplement « Ce sont les arbres qui chantent ici ». Les jours passaient, chaque visage s'emplissant d'une fatigue nouvelle. Le sel des vivres manquait déjà, ainsi que la farine. On découvrit qu'un baril de poudre avait été percé. La nervosité, d'abord refoulée, couvait désormais sous le vernis du quotidien. Les enfants dormirent contre leurs parents, les hommes veillaient leurs outils. Certains voulaient repartir, regagner le navire, mais les autres refusaient d'abandonner. La perspective de l'Angleterre, si lointaine, ressemblait à un rêve flou dont il était impossible de se réveiller. Marjorie, l'une des rares à savoir lire, passait ses soirées à recopier des passages de la Bible à la lueur tremblante d'un tison. Cela la rassurait, la ramenait à quelque chose de connu, d'éprouvé. Elle se surprit une nuit à transcrire, inlassablement, le mot commencement, puis à tracer sur le dos d'une feuille de bouleau un symbole oublié. Un croissant, un cercle, puis une étoile, sans savoir pourquoi. Lorsqu'elle reposa la plume, il lui sembla que le silence de la forêt avait changé. Ni pesant, ni hostile, mais dense, chargé d'attente. Un matin, un jeune garçon du nom d'Édouard disparut. Sa mère, affolée, réveilla la colonie en criant son nom. Les hommes partirent, l'un après l'autre, fouiller les sous-bois, appeler à travers les clairières. Ils découvrirent, dans une poche de mousse, ses souliers abandonnés, taillés au couteau sur un tronc de pin, un signe inconnu, un entrelacs de traits qui ne ressemblait à rien d'anglais. Édouard fut retrouvé, quelques heures plus tard, assis près du marais, prostré mais indemne. Il ne dit rien, ni ce qu'il avait vu, ni comment il était parti. Pendant des jours, il garda le silence, ne regarda personne, puis, tout aussi soudainement, revint à lui, comme si rien n'avait eu lieu. On ne parla plus de cette disparition, mais la peur se répandit, poignante, invisible, grignotant les cœurs. Lorsque vinrent les premiers orages, la colonie se tapit sous les cabanes. La pluie cinglait, et la tempête semblait vouloir achever ce que la solitude et l'angoisse avaient commencé. Pourtant, dans le tumulte, certains assurèrent, la voix heurtée par la frousse, avoir entendu encore, mélangés au grondement des éléments, ces drôles de chants inhumains, lancés d'une rive à l'autre, porteurs de significations inconnues.
John White consigna minutieusement ses récits dans son journal, chaque mot lesté de prudence. Il observerait toujours au-delà de la cime des arbres, là où la lumière hésite, à la recherche d'un signe de paix ou d'hostilité. Les relations avec les Croatoans, d'abord prudentes, devinrent impossibles. Un matin, aux limites du village, on découvrit que l'une des barrières de bois portait un mot, soigneusement incisé dans l'écorce, « Croatoan ». Nul ne sut qui en était l'auteur, mais chacun sentit, dans la vibration de ce nom, une autorité plus ancienne que la leur. Que voulait-on leur dire? Était-ce une menace, un avertissement, ou simplement un nom? Autour du feu, les vieillards, les femmes enceintes et les hommes cachèrent leurs troubles, tandis que les enfants, dans un murmure, s'imprégnaient du mot mystérieux. D'étranges événements suivirent. Les champs se desséchèrent plus vite que la chaleur ne l'expliquait. Des objets disparurent. L'un des outils de George, la bague argentée de Marjorie, une assiette de terre cuite. Le matin s'était levé, lourd d'une brume humide, enveloppant la clairière d'une lumière blafarde où la réalité elle-même semblait fragile, incertaine comme la plage à marée basse. Les feuilles des grands chênes gouttaient, bruissaient doucement d'insectes invisibles, et sur la mousse grasse s'étiraient des ombres trop longues pour l'heure. Les hommes de la colonie s'étaient mis en route dès le chant du merle, arc et rudimentaire mousquet battant les hanches, le pas précautionneux sur le sol détrempé. Ils n'étaient pas partis depuis plus d'un quart d'heure qu'ils s'arrêtèrent net, la tension raidit sur leurs muscles, le souffle suspend. Sur le tronc large d'un sycomore, gravé profond dans le cambium, courait un motif étrange, un tracé sinueux se refermant sur lui-même en boucle brute, jusqu'à former une sorte d'œil ou de bouche, difficile à interpréter. Ils se regardèrent, mal à l'aise, et Samuel Harney, le plus jeune, murmura que ce n'était pas là le fait des hommes. Personne ne répondit. La brise qui parcourait la forêt semblait vouloir se taire. Plus loin, ils trouvèrent d'autres marques, des cercles incomplets, des traits pointus comme des griffes, parfois une ligne brisée se terminant par des flèches hérissées. Tantôt sur des bouleaux, tantôt sur un vieux pin, les marques apparaissaient toujours tournées vers eux, comme une chaîne de regards muets accompagnant leur progression. Ils continuaient d'avancer, nerveux, leur pas ralenti par la vigilance. Que signifiaient ces signes indéchiffrables? Était-ce la manière qu'avaient les peuples de la forêt de marquer un territoire? Ou annonçaient-ils quelque chose de plus sombre, de plus menaçant? Les colons, tout neufs dans cet autre monde, avaient voulu croire au possible, mais la forêt répondait par des énigmes qui s'accumulaient, couche après couche, jusqu'à l'intimidation. Ce fut à la couleur de la lumière, devenue plus verte que jaune, qu'ils comprirent qu'ils avaient pénétré dans une portion plus profonde, un lieu où l'air était plus lourd de silence. Là, entre les feuillages loin devant, des mouvements imperceptibles trahissaient une présence. Parfois la nuance d'une ombre se détachait de l'horizon d'arbres, une silhouette droite, trop grande ou trop fine pour être une bête commune, filant d'un tronc à l'autre, dans un bruit de feuilles froissées. Lorsque Samuel voulut s'élancer, fou de curiosité ou de bravade, Walter l'âne le retint par la manche avec un regard lourd de commandement. Les hommes décidèrent de ne pas aller plus loin. Leurs voix se firent semonces de prudence. Rebroussant chemin, ils s'en retournèrent vers la clairière, porteurs d'un silence de pierre, l'esprit lesté de questions amères. À leur retour, ils rapportèrent le récit de leurs trouvailles autour du feu de camp, là où la bruine ne perçait pas tout à fait, là où le crépitement du bois semblait maintenir les ténèbres à distance. Les femmes écoutèrent sans mot dire, tripotant le châle ou la robe, les regards glissant vers la droite, là où la forêt recommençait, infinie. Les enfants tentèrent une farce, mais elle mourut dans leur gorge aussitôt qu'ils virent la mine des adultes, grise et tendue. John White prit la parole, d'une voix grave, tâchant d'éteindre la peur avant qu'elle ne s'enracine trop fort. Mais rien n'était plus difficile que de rassurer ceux dont la seule protection, désormais, tenait à la frêle épaisseur des palissades. Les jours s'étirèrent, rythmés par l'angoisse. On trouvait chaque matin de nouveaux symboles, parfois sur les piliers même de l'enceinte, et toujours, la nuit, naissaient des bruits étranges,
comme une foule invisible qui raserait la palissade sans vouloir se montrer. On retrouvait les réserves de pain diminuées de moitié sans que personne n'ait vu entrer qui que ce soit. Les sacs de maïs ramenés des champs portaient parfois les empreintes de doigts sales. Mais aucun traceur, aucun piège tendu ne donna jamais rien. Sandra, la sage-femme, jura qu'elle avait vu accroupie à la lisière une silhouette nue, drapée dans des feuilles, qui la fixa d'un œil pâle tout au long d'une veillée, mais personne ne voulut la croire. La peur recula un temps lorsque l'on parvint à chasser un daim, à rapporter une poignée de bailles et de racines comestibles. Mais cela ne dura pas. Un matin, un cri brisa la rudesse quasi silencieuse du campement. On trouva Stephen, le jeune garçon de 9 ans, allongé sur sa paillasse, le front brûlant, la peau couverte d'une sueur laiteuse. Son souffle était bref, haletant, ses yeux papillonnant d'angoisse. On voulut croire à la fatigue, à la fièvre due à l'humidité, mais lorsqu'une semaine plus tard d'autres enfants tombèrent à leur tour, tous en proie aux mêmes symptômes, soif insatiable, douleur vive dans les jointures, sommeil agité, la panique s'immisça partout. On accusa successivement la nourriture, l'eau du puits, puis enfin la forêt elle-même, devenue le théâtre de leurs inquiétudes les plus sanglantes. Pendant que les jours racornissaient, que la brume s'épaississait, les vivres disparaissaient nuit après nuit, réduits à de faibles tas de farine et de larmoisie. Chaque famille, chaque adulte, se surveillait, se défiait du regard, cherchant dans les traits tirés de ses voisins une réponse à l'épuisement croissant des provisions. John White, le chef, se tenait le plus souvent devant la porte de sa hutte, le visage fermé, les bras croisés, regardant l'immobilité verte avec une persévérance morne. Il savait que la peur était l'ennemi véritable, celui qui rongeait l'entraide, qui érodait la confiance, qui sabotait chaque tentative de réaction raisonnée. Mais il n'était pas magicien, et il sentait lui aussi la fatigue gagner ses os, la méfiance le ronger de l'intérieur. Au conseil du soir, dans la grande cabane commune, White tentait encore de raison garder. Il parlait de patience, de vigilance, de la nécessité de garder la tête froide. Mais à mesure que la famine avançait, que la maladie gagnait, même ceux qui l'avaient suivi aveuglément jusque-là commençaient à douter. Le prêtre, le révérend Bartholomew Glass, suggérait de prier plus encore. Certains voulaient tenter des échanges avec les indigènes malgré la barrière de la langue, d'autres, plus pragmatiques et désespérés, murmuraient qu'il faudrait quitter le camp pour trouver un lieu plus hospitalier. C'est dans ce contexte que John White, assis au bord du foyer, la fumée saignant dans la lumière aveuglante du jour, prit sa décision. Son épouse, Eleanor, malade elle aussi d'une toux sourde, peinait à comprendre les raisons silencieuses du visage creusé de son mari. Mais les autres, ceux qui l'écoutaient, saisirent aussitôt la gravité de ce qu'il proposait. Il irait chercher de l'aide en Angleterre. « Nous n'avons plus le choix, dit-il, la voix usée par le doute. Si je n'essaie pas, nous tomberons tous. Nous n'avons pas assez de réserves, pas d'alliés, pas de remède contre cette fièvre. D'ici l'hiver, nous ne serons plus capables de rien. » Personne n'osa contester, car beaucoup pensaient la même chose sans avoir le courage de l'exprimer. Dans le regard de certaines femmes, il lut ce qui n'était pas dit. Le doute que la mer lui permettrait de revenir avant les premières neiges, l'angoisse de voir celui qui incarnait leur seule stabilité s'éloigner, laissant la colonie à la merci de l'invisible. Les jours qui précédèrent, son départ furent rudes. On chargea le canot avec ce qu'il restait de séché, quelques défenses de bêtes, des potanés, tout ce qui pouvait servir d'offrande ou d'échange aux équipages croisés en chemin. La veille du départ, chacun vint le saluer à tour de rôle, certains avec une fermeté bravache, d'autres la gorge serrée, la bouche sèche d'inquiétude. Cette nuit-là, White ne dormit pas. Les bruits du camp, d'habitude familiers, prirent soudain la résonance d'un adieu trop étroit, trop fragile. Les enfants gémissaient, les adultes murmuraient à travers les cloisons de branches. Même le vent, traçant son chemin à travers les feuillets d'herbe, semblait porteur de secrets inavoués. White descendit jusqu'au rivage dans la lumière lactée, la mer invisible à quelques pas à peine,
et regarda les étoiles, songeant à la traversée qui l'attendait. Il se promit de revenir au plus vite, par n'importe quel moyen, car derrière lui ne vivaient pas seulement des gens. Il laissait la responsabilité d'un peuple entier, d'un projet chargé des espoirs de l'ancien monde. À l'aube, alors que le camp grelottait dans la buée du matin, White s'éloigna sur sa barque, pagayant en direction des navires mouillés loin au large. Ceux qui restaient, groupés sur la rive, lui firent de grands signes d'adieu, dos voûté, bouche close, les enfants calmes et pâles contre les jambes de leur mère. La barque prit le large, se perdit bientôt dans la lasure grise du matin. La mer, pourtant, n'avait cure des vœux et des serments d'hommes. Une tempête, venue du nord-est, balaya la côte quelques jours à peine après le départ. Le vent hurlait tellement fort qu'il semblait porter avec lui la voix de la forêt elle-même, les démons intérieurs des colons répercutés 1000 fois contre les parois du ciel. La mer devint folle, fit trembler jusqu'aux racines des érables. John White, sur son navire, n'était déjà plus qu'un point perdu dans l'immensité incertaine. Dans le camp, pendant ce temps, la vie s'organisa dans une forme d'attente, aiguë et nerveuse, d'abord tendue vers l'horizon, puis plus repliée. Sans lui, certains essayèrent de prendre en main l'organisation. Le révérend s'occupa des prières et de la morale. D'autres établirent des tâches de surveillance nocturne. Mais la maladie poursuivait son sillon, sévissait en silence. Le désert régnait partout, vaste et froid, lorsque John White posa enfin le pied sur l'île familière. Le vent marin lui cinglait les joues, chargé de l'odeur âcre des algues et de la tourbe mouillée, mais rien ne venait troubler le calme sinistre des lieux. Ni voix, ni pas, ni même le cri des mouettes. Il s'arrêta, le cœur angoissé, les mains tremblantes au creux de sa cape usée et mal remise. 3 ans avaient passé. 3 ans de murmures, de cartes marines frissonnant sur les tables de Londres, de prières brèves des muettes chaque matin en songeant à Elnor et la petite Virginia. 3 ans d'océan en fureur, d'attente, de rumeurs de guerre. Et maintenant, le silence. Le navire qui l'avait ramené tanguait doucement à l'ancre, les marins lui adressant des regards lourds, incertains, depuis la rambarde du pont. John n'écoutait déjà plus leur voix hésitante. Sous ses bottes, l'herbe avait jauni, les sentiers étaient avalés par la mousse et l'oubli. À chaque pas, son souffle le précédait, solitaire, résonnant contre les troncs d'arbres torturés par le vent. Il avançait, cherchant du regard des traces familières. La palissade du camp, la cabane blanchie par le soleil où Elnor brodait de minuscules robes roses, le jardin où il aimait s'accroupir, cherchant les racines comestibles avec la petite main de Virginia dans la sienne. Plus il marchait, plus grandissait en lui le poids du doute. Que trouverait-il ici s'il ne retrouvait pas ceux qu'il aimait? Craignant de heurter la réponse, il ajusta sa veste couverte de sel et toucha machinalement le carnet dans sa poche. Vieux carnet, fatigué de pages noircies de croquis, d'esquisses de la vie d'avant. D'un geste presque mécanique, il se pencha lorsqu'il repéra la première empreinte humaine. La trace d'un pieu, rongé aux 3/4 par le sel, vestige d'une barrière, peut-être d'un enclos. Plus loin, la cabane de stockage éventrée, les planches partiellement arrachées, le toit effondré. Il s'arrêta devant, la gorge serrée. Un silence impressionnant. Pas même le bourdonnement d'une mouche attirée par la pourriture, comme si la vie elle-même avait fui l'endroit. Son regard s'attarda sur une pelle rouillée, à moitié enfouie dans la terre molle, puis sur une corde pendue à une branche, immobile malgré les bourrasques. Des souvenirs, d'abord brouillés, surgirent. Les premiers soirs d'installation, alors que la communauté tout entière s'agglutinait autour des repas maigres, échangeant des histoires de la vieille Angleterre. Les rires d'enfants, la lueur dans les yeux d'Elnor. Il apercevait encore la petite silhouette en chemise de nuit, courant sous la lune, tentant d'attraper des lucioles dans les doigts. John contourna la cabane, gagnant la place centrale du village. Les maisons étaient toujours là, à moitié debout, éventrées par la pluie, ouvertes sur l'intérieur comme d'anciennes blessures. Les portes bâillaient, battant piteusement dans le vent,
dévoilant l'absence d'habits, de meubles, de traces du quotidien. Aucun bruit d'enfant, nulle rumeur de foyer, aucune fumée s'échappant des cheminées, rien. Il s'agenouilla près d'un reste de foyer, gratta la cendre du bout des doigts, laissa couler la poussière noire dans le vent. Tout avait depuis longtemps abandonné ce cercle de pierre. Ni braise, ni odeur, ni chaleur. Bientôt, son œil fut attiré par la palissade à l'entrée du camp et la gravure étrange qui ornait l'un des grands poteaux de bois. Ses jambes fléchirent à l'approche, le souffle coupé par la peur. Il parcourut du regard les entailles profondes et reconnut, gravée à même le bois, cette lettre, Croatoan. Il recula d'un pas, chancelant, effleurant de la main cette inscription, grave, obstinée, mystérieuse. Croatoan. Il tenta de chasser la panique. Il se remémora la consigne qu'il avait laissée à Elnor avant de partir. Si tu pars, si la colonie doit abandonner le site, laisse un message, un signe. Cela ressemblait pourtant davantage à un mot qu'à un cri de détresse. Rien ne disait, sur la palissade, si le départ avait été forcé ou volontaire. Il guetta autour de lui un signe de violence, une trace d'attaque. Ni cadavre, ni sang séché, pas même la moindre empreinte de pas récente. Rien que le vent, quelques plumes de hérons échouées près des cabanes, et les arbres penchés, silencieux, dans l'attente. Croatoan. Les souvenirs s'accrochaient âprement à ses tempes. Croatoan. Autrefois, ce mot lui évoquait la tribu indigène qui vivait un peu plus loin, sur une île du même nom, à l'extrémité sud. Avait-on cherché refuge là-bas? Ou était-ce un piège, une diversion sinistre? Il passa la main sur ses yeux brûlants, cherchant dans son esprit l'ordre des choses, les conversations d'autrefois avec Mantéo, leur allié de circonstance, venu du village de Croatoan. John s'était toujours représenté cet endroit comme une terre hospitalière, tout à fait étrangère, marquée par le serment de paix qu'ils avaient cru sceller au prix de beaucoup d'efforts. Il déambula plus longtemps, arpentant les ruines fantomatiques du camp. Il surveilla chaque cabane, appelant parfois tout bas « Elnor ? Virginia ? Il y a quelqu'un ?» Seuls les échos de sa propre voix lui répondaient, amers, se brisant sur le bois sec. Sur la terre battue, il trouva une perle blanche, ronde, minuscule. Il la ramassa, la fit glisser dans le creux de sa paume, la flammant du pouce, il la reconnut tout de suite. C'était une perle de chapeau d'enfant, semblable à celle cousue par Elnor sur la capuche de Virginia. Un coup de vent souleva ses cheveux épars, le fit frissonner malgré sa lourde cape trempée de sueur et de pluie. Il serra la perle dans sa main, aussi fort que la douleur le lui permettait. John White savait compter les signes du malheur. Les 3 années d'absence avaient creusé en lui des gouffres de culpabilité, de colère. À chaque tempête qu'il avait forcé à rester en Angleterre, à chaque nuit de guerre quand les navires espagnols menaçaient la Manche, il avait rêvé de ce retour, maintenant devenu cauchemar. Où était-il passé? Pourquoi n'avait-il pas retrouvé la moindre trace de lutte, aucun corps, aucun message autre que ce mot, gravé sans frayeur ni hâte? Croatoan. Il fit rapidement le tour du village, sentant le désespoir suinter sur la peau. Il inspecta les potagers asséchés, retrouva le vieux quai à moitié effondré où, 3 ans auparavant, il avait dit adieu à sa famille en promettant de revenir vite. Les cordes étaient pourries, la cale envahie par l'eau noirâtre, la barque retournée sur la berge. Personne. Il appela ses compagnons sur le navire, leur fit signe. 2 marins le rejoignirent, hésitants, pressés d'en finir avec ce lieu qu'ils pressentaient déjà hanté. Ils cherchèrent ensemble le moindre indice, un journal, une empreinte de pas, un morceau d'habit, une lettre cachée. Mais il n'y avait rien, sinon le mot. Un marin, grognant de peur, proposa d'inspecter la forêt alentour, certain, lui aussi, que la colonie n'était pas partie sans dissiper tout espoir de retour. Ils s'enfoncèrent alors dans les bois, longeant la lisière chercheuse de secrets, jetant des appels vers les bosquets d'aubépines et les étangs allongés sous la lumière sale du ciel. La forêt s'étendait, froide et profonde,
étrangère même après toutes ces années. Les troncs étaient entaillés çà et là, marqués de symboles anciens, bourgeonnant d'une vie farouche. Nulle trace de pas, nulle brindille brisée, pas une branche qui rappelât le passage de familles entières. Il croyait parfois surprendre une ombre, un éclat, puis réalisait qu'il ne s'agissait que d'un PAN de soleil sur la mousse, d'un oiseau effarouché. Vers midi, ils revinrent au camp, vaincus. John, épuisé, s'arrêta près du puits, s'y pencha, écouta l'écho vide frapper les parois humides. Il se demanda, pour la 100e fois, si un fléau inconnu avait frappé la colonie. Une maladie, une famine, ou pire encore, ce vent de peur venu du continent dont parlaient parfois les tribus amies. S'assit, la tête enfouie dans les mains. Il revoyait les premiers jours d'espérance. Son croquis du village naissant, les jeunes pousses au bord des maisons, les familles unies. Tout semblait si fragile maintenant, battu en brèche par les tempêtes et les siècles. Il pensa longuement, le regard perdu sur la palissade. Les lettres étaient nettes, profondes, gravées avec soin. Pas un message tracé à la hâte, mais le travail patient de quelqu'un qui croyait encore à la possibilité d'une retrouvaille. Il se leva, traîna les pieds vers ce mot, l'effleura du bout des doigts. Il lui semblait désormais entendre, derrière l'épaisseur de bois, des murmures familiers, des éclats de voix chuchotant dans un autre monde. 3 ans. Ils avaient dû vivre les premiers mois dans la peur, scrutant tous les matins l'horizon, attendant son retour. Puis, la peur s'était peut-être muée en lassitude, l'espoir s'était peu à peu éloigné. Avait-on tenté de survivre, de planter, de pêcher? Était-on parti de son plein gré, ou sous la menace? Quelle folie avait guidé la main qui grava Croatoan? Et pourquoi ce seul mot, unique, sans autre explication? Au crépuscule, John descendit sur le rivage, contemplant l'eau noire de l'Albemarle Sound. Le vent s'était apaisé. La nuit s'étirait lentement, bleue et glacée. Les soirées étaient froides et silencieuses sur l'île depuis le grand exode. Dans la lumière vacillante des feux de camp, les inconnus devenaient voisins, les amis devenaient frères d'infortune. Mais à travers la brume épaisse de l'océan, une ombre plus profonde que la nuit se profilait toujours au large, invisible mais inévitable. La silhouette de l'île voisine, dont les anciens murmuraient encore le nom avec peur et respect mêlés. Ce mot n'était plus prononcé à voix haute. Les enfants demandaient quel était ce secret que les grandes personnes dissimulaient toujours derrière un tremblement, une hésitation, parfois un sanglot silencieux. Les plus vieux détournaient le regard, répétaient inlassablement « c'est un mot qui attire le malheur ». On ne le chuchotait même plus lorsque le vent soufflait du large, de peur qu'il emporte le secret jusque sur les vagues, le ramenant tatoué sur la peau des survivants. Pourtant, l'île voisine fut jadis un refuge, une promesse. Avant la catastrophe, elle n'était qu'un point sur l'horizon, source de légendes et de récits de chasse, une terre de mystère reconnue et crainte. Le trait de terre se découpait au loin, ses montagnes paraissant flotter au-dessus de la mer, parfois auréolées d'un brouillard laiteux. Les pêcheurs, curieux, tentaient parfois de s'en approcher, mais les plus sages, les anciens du village, leur enjoignaient de ne pas forcer la chance. Ils murmuraient « La tribu là-bas n'est pas celle des hommes. Ils portent la nuit en eux, et la nuit les porte. » Mais ce n'était que des contes pour enfants, pensions-nous alors. Tout a changé un soir, lorsque le chaos s'est abattu sur la colonie. Les tempêtes ont ravagé les côtes, les forêts ont brûlé, les récoltes se sont taries et, une à une, les familles ont disparu dans l'épaisse fumée noire. Les survivants se sont tournés vers la mer et ont vu, là où le chagrin n'avait pas encore eu prise, une dernière chance. L'île voisine, mystérieuse, mais inviolée. Le mot maudit s'est glissé sur toutes les lèvres, plein de désirs, de craintes, de prières attristées. Certains y voyaient un salut. Les barques furent préparées, et dans la lumière blafarde de l'aube, les silhouettes des colons se mirent en route, ramant d'un mouvement lent, régulier, la peur au ventre. Les vagues semblaient se refermer sur eux aussitôt qu'ils avançaient, avalant peu à peu les bruits, la vue,
le souvenir même de leur passage. Puis le silence. Ceux qui sont partis n'ont pas été revus. Ceux qui restent, les derniers composants du village, se réunissent chaque soir autour du même feu, cherchant la moindre raison d'espérer ou d'oublier. Parfois, lorsque la lune est pleine, on se prend à fixer l'horizon là où l'île devait être, à chercher une lumière, un signe, la fumée d'un autre camp, un chant. Mais rien. Parfois la brume paraît s'ouvrir, la laissant entrevoir pour quelques secondes, massive, impassible, comme un animal qui tolère à peine de se laisser voir. On raconte que les esprits des disparus reviennent, certains soirs, s'asseoir au cercle des survivants. Ils sont d'abord ténus, transparents, puis se densifient dans la lumière orangée, cherchant peut-être à raconter ce qu'ils ont vécu. Mais les mots leur manquent, ou bien se heurtent à l'infranchissable barrière du mot interdit, celui qui arrache la voix et la souvenir. Le mot maudit. Ce mot, c'est le nom de l'île. C'est aussi le nom de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on n'ose plus rêver. Certains pensent que le simple fait d'y penser attire la force qui y veille. Une force ancienne, pas tout à fait de ce monde, qui précède les hommes, qui survivra à leur disparition. D'autres veulent croire à la légende du passage. Celui qui survivra à l'île, la nuit, le silence, les rituels de la tribu voisine, reviendra avec la sagesse des anciens dieux. Mais personne n'est jamais revenu. Le soir, Léo, un des derniers jeunes hommes du village, se couche près du feu, se couvrant de sa cape élimée, les yeux fixés sur la ligne sombre de la mer. Il pense à ceux qui sont partis devant lui, des frères d'armes, des voisins, sa propre sœur. Il repense à la nuit où ils ont décidé, ensemble, qu'il fallait tenter la traversée. Il revoit sa sœur, Élise, l'air résolu dans la lueur tremblante de la lampe à huile. « Il n'y a rien pour nous ici, Léo. Nous devons partir. » Le mot maudit avait été prononcé alors dans une dernière inspiration, un souffle à peine plus fort que le crissement des criquets. Le silence qui avait suivi s'était fait lourd, étouffant même le chant de la brise. Chacun savait que c'était un choix d'adulte, mais aucun adulte ne voulait le faire seul. Les jours suivants, on a préparé les embarcations, accrochées à la plage sous la surveillance des plus anciens. Les vivres ont été partagés, la nourriture divisée en parts égales, les prières murmurées. Et enfin, le matin tant redouté est arrivé. À genoux dans le sable, Léo a serré la main d'Élise, sentant ses doigts froids pincer son cœur comme l'étau du destin. Ils sont partis sous les adieux muets, et la brume a eu raison d'eux en quelques minutes à peine. Depuis, il ne sait plus rien, il n'entend jamais son nom, ni dans les conversations, ni dans les rêves. Les enfants, surtout les plus jeunes, posent parfois la question. Si les disparus sont partis pour survivre, pourquoi ne reviennent-ils pas? La vieille Mahé, gardienne des traditions, ne répond qu'avec des légendes. Elle parle d'une force ancienne qui gît sous la surface de l'île voisine, une volonté qui ne dort jamais, qui veille sur les secrets du monde avec une jalousie féroce. Elle dit que tous les mortels qui osent poser le pied sur ce sol deviennent prisonniers de leurs propres reflets, ni vivants, ni morts, mais éternels absents pris dans les filets d'un rêve trop grand pour l'humanité. D'autres affirment avoir aperçu de la vie, là-bas. Une nuit tout particulièrement noire, 3 enfants s'étaient éveillés et, dressés sur la pointe des pieds au sommet de la dune, ils croient avoir vu danser des torchers sur la plage de l'île maudite, autant de points d'or que d'âmes parties. Un vieux marin s'est risqué à regarder avec son instrument d'optique. Il a dit voir une procession, des silhouettes qui glissaient sur la plage dans la lumière. Mais quand il a voulu nommer ce qu'il avait vu, le mot s'est étouffé dans sa gorge, avalé par la peur ou par la bénédiction du silence. Cette nuit-là, nul n'a dormi. Parfois, les survivants se demandent ce qui est pire. Mourir ici, d'attente, ou disparaître là-bas, oublié de tous, pris dans une boucle sans fin. Chaque soir, les souvenirs tournent, glissent, dansent dans l'esprit du village endormi, comme les ombres vacillantes qu'on voit du coin de l'œil dans la lueur déclinante. Tous ressentent la présence du mot maudit, tapi dans l'ombre,
comme si le silence de ceux qui ne sont pas revenus pesait plus lourd que tous les deuils du monde. Il arrive même, certaines nuits de tempête, qu'on entende au loin un chant étrange, montant de l'île voisine, porté par les embruns et le vent. Un chant sans mots, une plainte ou une prière, dont la mélodie étrangement familière fait courir des frissons sous la peau des enfants terrifiés. Les adultes serrent alors les épaules, détournent les regards, murmurent des paroles de protection, inventent des prières à mi-voix. Ils savent qu'il n'y a pas de défense contre le mot maudit, rien sinon la vigilance et la mémoire. Mais il y a aussi la tentation du savoir, la fascination fatale. Un soir, Léo, incapable de dormir, quitte le cercle rassurant du feu. Il avance dans l'obscurité, pieds nus, cherchant l'air salé du large. Il grimpe la dune au bord de la plage, s'assied, regarde l'horizon étoilé, l'île qui flotte comme un mirage. Son souffle s'arrête. Dans l'obscurité, il croit percevoir des éclats de voix, des rires peut-être, ou bien l'écho de son propre désir d'en finir avec le doute. Il se rappelle alors ce que la vieille Mahé racontait. Sur l'île voisine, la tribu mystérieuse ne vieillit pas, ne meurt pas. Elle absorbe les voyageurs, les moule selon sa volonté, leur fait oublier le temps, le passé, le nom même qu'ils portaient. Ils deviennent l'île, la mémoire, l'attente, une incantation dont le monde a oublié la fin. Ni vivant ni mort, juste suspendu. À genoux dans le sable humide, Léo ferme les yeux, écoute le roulis du ressac. Dans un instant de silence absolu, il sent presque la présence de tous ceux qu'il a aimés. Par-delà la peur, il ressent la morsure de l'inconnu, le vertige du vide. Le mot maudit rôde là, à la limite de ses pensées. Il ne le prononcera pas cette nuit. Mais il sait que, s'il le voulait, il pourrait s'élancer, franchir les vagues, suivre ceux qui ont choisi d'affronter la force ancienne. Pourtant, il se relève, redescend vers le feu, où le sommeil guette, lourd et apaisant. Il ne dit rien, ne raconte pas ses visions. Les regards qui le croisent cherchent sa vérité, mais il ne cède pas. Chacun porte en lui l'énigme, chacun pèse sur sa langue la lourdeur du mot interdit. Au fil des jours, l'île invisible prend la consistance d'un rêve ou d'un cauchemar partagé. Certains prétendent l'apercevoir, d'autres affirment qu'elle n'existe pas, qu'elle a disparu comme ceux qui s'y sont perdus. Mais toujours, la même ombre demeure, la même angoisse remonte à la surface lorsque le crépuscule s'étale sur l'océan. Le mot maudit poursuit son ouvrage silencieux. Il sépare, isole, ravive les plaies et referme les portes du souvenir sur des images presque effacées. Pour les survivants, le temps se dilate. Il n'y a plus que l'attente, la crainte, les veillées silencieuses. Le vent, cette nuit-là, chantait d'une voix sourde et humide en venant du large. Sur la côte morne, les dunes s'effaçaient en longs rubans mouvants que la brume dévorait, immobile et dense. Le ressac, obstiné, battait la grève en cadence, comme un cœur qui s'entête à battre pour conjurer la peur. Parmi les marins réunis autour d'un feu jaune, les murmures se confondaient au crépitement du bois. Nul n'osait lever les yeux vers les ténèbres enveloppantes, car le souvenir de ce qu'ils avaient vu la veille hantait leurs moindres gestes, tapis dans l'ombre attentive. Samuel Bones, le maître d'équipage, fixait la flamme à s'en brûler la rétine. Les rides profondes de son front trahissaient le trouble. Comme les autres, il luttait contre le froid, mais aussi contre une peur plus ancienne, qui le tenait éveillé malgré la fatigue, la peur des histoires de fantômes marins qui, jusque-là, n'étaient pour lui que des récits que l'on échangeait contre une gorgée de rhum. Le veilleur, Isaac Pottle, était resté debout, un peu à l'écart, la main serrée sur la crosse de son vieux mousquet. Il jetait sans cesse des regards vers la mer. La brume noyait tout, engloutissait aussi bien la ligne de rivage que ce qui aurait pu s'y trouver. Ses yeux auraient peiné à distinguer un homme à 10 pas, et pourtant il savait, lui comme les autres, que la brume cachait des secrets. Il sentait la présence du mystère, presque palpable, dans le silence qui s'étirait entre deux cris de mouette.
La nuit précédente, cela avait commencé ainsi, par ce même silence. Le feu prêtait au brouillard des formes étranges, des lueurs dansantes sans source visible. Et puis, ils avaient vu. Du moins, tous l'avaient juré, à voix basse, le matin venu. Cela avait été d'abord une lumière, faible, une phosphorescence verdâtre qui semblait flotter à mi-hauteur au ras de l'eau. Puis, peu à peu, des lueurs jumelles, multiples, étaient apparues à travers la purée de pois. Elles glissaient lentement, hésitantes, comme sur un bateau invisible ou porté par d'invisibles mains. Et, dans cette clarté trouble, avaient surgi des silhouettes. Elles ressemblaient à des hommes, mais dont la substance même leur filait entre les doigts du regard. Des silhouettes humaines, transparentes, parfois presque évanescentes. Les contours oscillants trahissaient la minceur douloureuse de gens perdus, courbés comme sous le poids d'un fardeau. Certains portaient, semblait-il, des tuniques déchirées ou d'étranges bandeaux autour du front. D'autres avançaient tête nue, cheveux longs collés à la nuque, mains tendues devant eux, doigts flottants comme des algues. L'inspecteur Gray, l'un des hommes les plus aguerris de l'équipage, en avait frémi jusqu'à l'os. Ils avançaient à la queue leu-leu, messire, je vous jure, comme un cortège d'âmes en peine. Ils ne parlaient pas. Leur bouche s'ouvrait, mais aucun son ne m'est parvenu. Et leurs yeux, mon Dieu, leurs yeux vides fixaient la nuit, comme s'ils cherchaient quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être l'espoir. À présent, ce soir, le souvenir de ce spectacle pesait dans l'air, plus lourd encore que la brume. Les marins se forçaient à rire, à plaisanter, à évoquer les sirènes ou les feux follets, mais la peur restait, sournoise. Samuel Bonnes se leva lentement, enveloppa ses épaules d'un manteau rêche et fit quelques pas dans le noir. La plage semblait respirer autour de lui. Sous la plante de ses pieds, le sable était humide, les coquillages craquaient doucement. Au loin, la boue de la baie luisait sous le halo blafard de la lune invisible. Il pensa à Roanoke, la colonie disparue que tous avaient espéré trouver debout, animée des rires et des pleurs de ses habitants, et que d'autres, depuis des lustres, cherchaient sans rien découvrir, sinon des ruines, un silence épais, les lettres gravées sur un tronc, Croatoan. Ce mot, aussi tranchant que la lame d'un couteau pour les esprits en quête d'ancrage, résonnait encore à ses oreilles. Il revit la scène. Les silhouettes semblaient sortir des dunes, marcher lentement vers la mer, et, au fur et à mesure qu'elles approchaient de l'eau, devenaient plus diffuses, comme diluées dans l'air chargé de sel. À un moment précis, certaines s'arrêtaient, se retournaient comme pour consulter ceux qui les suivaient, puis reprenaient leur chemin d'un pas hésitant. Un bruit étrange, à la fois rauque et doux, s'éleva alors de la brume. Samuel crut entendre des mots, tout d'abord indistincts, puis, comme s'ils prenaient forme dans sa mémoire fatiguée, un nom qui se devinait entre les grains du vent. Eleanor, Eleanor. Il frissonna, sans savoir s'il avait rêvé ce nom ou s'il l'avait vraiment entendu. Au coin du feu, Mary Kent, la plus jeune des femmes du bord, serrait contre elle la médaille de cuivre de sa mère. Ses yeux cherchaient dans la nuit un signe, une explication, mais rien ne venait, sinon la rumeur du ressac et le souffle du vent. Elle se souvint des récits de son enfance, de ces légendes où les disparus erraient sur les landes tant qu'ils n'avaient pas trouvé la paix. Ici, tout le pays semblait tissé de cette absence déchirante. Quand Gray revint s'asseoir, il raconta à voix basse ce qu'il avait vu ou cru voir. Son récit, en se déroulant, fit surgir d'autres souvenirs, des fragments d'histoire rapiécés. Ce qui m'a frappé, c'est leur regard. Ils n'étaient pas accusateurs, ni même tristes. Plutôt vides. Vous voyez ? Comme si quelque chose d'essentiel leur manquait. J'ai senti qu'ils cherchaient quelqu'un, peut-être leur chef, peut-être la jeune Éléanore, ou encore quelqu'un d'autre, un guide, un espoir, ou la route du retour. Mais ils ne trouvent rien. Les hommes se recueillirent un instant, comme s'ils rendaient hommage sans l'avouer. Quelqu'un évoqua la vieille malédiction de la colonie, d'autres se taisaient,
rides profondes de la bouche, le regard égaré sur la flamme. Le capitaine Archer, qui jusque-là n'avait rien dit, brisa le silence. « Rappelez-vous cette épave dont parlait le vieux pêcheur, là-bas au port. Il prétendait que, certaines nuits brumeuses, des lumières venaient danser tout autour, et que les poissons semblaient fuir la baie, comme s'ils sentaient la présence de l'autre monde. » Les autres hochèrent la tête, troublés par l'ancienneté du récit. La nuit avançait, le feu se consumait lentement et la brume ne faiblissait pas. Samuel, pris d'un malaise inexplicable, eut soudain envie de s'aventurer sur la plage, peut-être pour rassurer ses compagnons, peut-être pour se prouver qu'il n'y avait rien, ou pour apercevoir à nouveau les témoins du brouillard et tenter enfin de comprendre. Il s'éloigna, ses pas crissant dans le sable. La noirceur était épaisse, mais le feu, derrière lui indiquait la route du retour. Bientôt, il fut enveloppé par la brume, où toute lumière devenait absente et où chaque ombre pouvait être le début d'un récit. Le silence était total, comme suspendu. Puis, une lueur, faible, apparut à sa gauche. Il s'arrêta net, le souffle court. La lumière flottait à une poigne de main du sol, ni grande, ni petite, et oscillait doucement, animée d'une volonté propre. Elle ne projetait pas d'ombre et semblait s'insinuer dans la brume plus qu'elle ne la dispersait. Samuel s'évertua à marcher, chaque pas pesant de crainte qu'il n'osait nommer, et il suivit la lumière, fasciné. Autour de lui, d'autres points lumineux surgirent, se déplacèrent en silence, dessinant un chemin tortueux vers la mer. Puis, soudain, il distingua une forme humaine, frêle, qui avançait péniblement. Un homme ou une femme, difficile à dire, la silhouette oscillant, regard baissé. D'autres suivirent, chacun pareillement transparent, comme si leur chair avait été lavée par les siècles, ne laissant qu'une essence fatiguée, pâle réminiscence de ce qu'ils furent. Samuel s'arrêta, le cœur battant. L'une des silhouettes s'immobilisa, lentement, comme intriguée par sa présence. Les autres firent de même, formant un demi-cercle silencieux autour de lui. Le temps s'étira. Dans la brume, il ne restait plus que les lueurs flottantes, le tableau figé d'un passé qui refuse de mourir. Il osa lever les yeux vers ce qui devait être un visage. C'était loin, flou, semblable à la surface d'un lac troublé. Pourtant, il devina des traits, un regard immense, sans fond. Ce regard le pénétra, traversa tous les masques qu'il portait depuis des années. Il eut l'impression, l'espace d'une seconde, que toutes les douleurs, tous les désirs, toutes les espérances de ses âmes s'appuyaient contre lui, cherchant un écho, un chemin. Il tenta de parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Les silhouettes s'approchèrent, l'une s'inclina légèrement comme en signe de respect ou de supplication. Samuel se sentit submergé par une tristesse infinie, le poids des adieux jamais prononcés, des familles dispersées, des morts anonymes. Autour de lui, les silhouettes recommencèrent à marcher, toujours vers la mer, lente, lente comme la houle. Il crut entendre de nouveau ce nom, porté par une voix de femme, lointaine, désespérée. « Eleanor, John, où êtes-vous » Il recula, effaré, soudain envahi par la sensation d'une force qui le repoussait. Les témoins du brouillard, indifférents à sa crainte, poursuivaient leur marche, s'engloutissaient parmi les lueurs pâles vers l'invisible, la mer ou le sommeil du monde. Samuel, tremblant, s'agenouilla sur le sable, les yeux fermés. La brume couvrait l'île à l'aube, plus épaisse qu'un manteau de laine, et les arbres s'éveillaient dans un silence que rien n'osait troubler. Marie se tenait sur le seuil de la maison, scrutant les ombres mouvantes, respirant l'air chargé de sel et d'invisible. La veille, près du foyer, Mantéo, le guide croatoan, avait parlé longtemps, sa voix grave s'enroulant comme la fumée. Les vents étaient mauvais, avait-il dit. Les hommes pâles bâtissaient sans demande ni offrande, ignorant que la terre, avant d'être une promesse, était un sanctuaire. Le récit de Mantéo continuait de hanter Marie tandis qu'elle avançait sous les pins argentés.
Chaque racine, chaque pierre, semblait imprégnée de cette histoire. Les colons, à leur arrivée, n'avaient vu que le bois dense, propice à la charpente, et la terre grasse, parfaite pour les semailles des futures récoltes. Ils avaient abattu les arbres et brisé les anciens sentiers. Les tribus du rivage observaient, silencieuses, et les anciens, à la tombée du soir, soufflaient le tabac dans la brise en signe d'avertissement. Cette terre était gardée, affirmait Mantéo, protégée depuis que le monde était jeune, non par des bêtes, ni par la main d'homme, mais par ceux qui marchaient en silence dans le vent. Les esprits du large, ni tout à fait visibles ni tout à fait absents. Un interdit invisible liait le sol, l'écorce, les marées même. Prendre sans offrir, labourer là où dansaient les anciens rituels, c'était appeler la brume, déranger la frontière entre le monde des vivants et celui de l'oubli. Marie respirait la peur mêlée à la fascination. Elle croyait entendre, parfois, le chuintement d'une parole étrangère se glisser entre les branches, un écho perdu. La brume pleine de deuil enserrait l'île, et quand elle s'épaississait, les colons évitaient le bois, pressentant qu'il n'appartenait pas vraiment au paysage. Même la lumière, à certains instants, semblait prise dans des fils de soie, suspendus hors du temps. Ce matin-là, elle avait entrepris de longer la crique où, disait-on, venait s'abreuver le vent. Là, la vase était meuble, les feuillages lourds de condensation nocturne. Plus loin, entre deux cyprès, elle aperçut la silhouette de Mantéo. Il était assis à même le sol, un fragment de coquillage posé dans la paume, les doigts dessins des symboles dans la poussière. Il ne se retourna pas, mais elle sentit qu'il l'avait remarqué. Sans mots, elle s'assit à ses côtés. Le silence était plus profond ici, comme si la forêt reposait sur un secret qui lui appartenait seul. Enfin, Mantéo parla. « On ne bâtit pas sur la terre endormie, dit-il doucement, ses yeux fixés sur la mousse. Ici, avant que les vôtres ne viennent, nos ancêtres marchaient en cercle et chantaient pour les esprits du vent. Ils laissaient des offrandes, des perles, des graines, des plumes. Ils demandaient la permission. » Marie leva les yeux, attentive. « Et s'il n'y avait pas de permission ?» murmura-t-elle. « Alors, le vent répond, dit-il d'un ton grave. Il prend. Ceux qui dérangent le sol des anciens sont reconduits à la brume. Leurs pas s'effacent, leurs noms sont oubliés. Seul le vent porte leur histoire, comme un écho lointain. » Marie sentit une froideur couler le long de sa nuque. Elle se rappelait les disparitions inexpliquées, les empreintes effacées au matin, les voix murmurées dans la nuit. Rien de visible, rien que l'opacité mouvante de la brume, avalant le monde comme une bouche. « Tu n'as rien vu encore, » dit Mantéo, les paupières mi-closes. « Laisse-moi raconter. » Il parlait lentement, posant les phrases comme on pose une offrande devant l'invisible. Il raconta la légende la plus ancienne, celle du gardien du vent, un esprit que l'on priait au changement de saison. Cet esprit pouvait se manifester sous diverses formes. Un grand oiseau, une ombre étirée, une voix dans la canopée. Les premiers hommes l'avaient rencontré lors d'une nuit sans lune, alors que les marées semblaient chanter. Il s'était adressé à eux, non en mots, mais dans la respiration du monde, promettant la fertilité du sol tant que nul ne viendrait bâcler ni souiller ce lieu de passage. Le temps passait, les générations allaient et revenaient, et l'interdit fut respecté, jusqu'au jour où, bien avant les colons, un homme jeune, avide de puissance, voulut explorer le mystère de la forêt brumeuse. Il y pénétra sans offrande, ni crainte ni gratitude. On dit qu'il disparut, son nom effacé du compte, son visage oublié de sa descendance. Depuis ce jour, quand la brume s'apesantissait sur la terre, on murmurait qu'elle testait le poids des âmes, chassant ou étreignant, selon la mémoire qu'elle portait. L'âme de celui qui trouble la terre sacrée devient un écho dans le vent du large, entonna Mantéo, empruntant l'intonation grave des conteurs. Elle ne retrouve plus le foyer, ni la paix. Elle erre sous le voile du matin, invisible, elle hante la mémoire des vivants.
Certains entendent son chagrin la nuit, quand la mer redouble, quand la berceuse ancestrale soulève la brume vers la lune. Marie ferma les yeux. Elle sentit la vibration d'un chagrin ancien, la plainte d'une île dérobée à elle-même. Une angoisse sourde la saisit. Et si, sans le savoir, ils avaient tous réveillé une mémoire qui ne voulait pas d'eux? Les rituels oubliés, les prières tues, les offrandes disparues, tout s'accumulait, couche sur couche, dans la terre dérangée. Parfois, à la lisière des rêves, elle revoyait la palissade dressée par les colons, et, juste au-delà, la silhouette d'un homme retournant à la brume, englouti sans cri ni résistance. Mantéo traçait encore des cercles dans la poussière avec le coquillage, racontant comment, les nuits de pleine lune d'automne, les anciens se rassemblaient sur le rivage avec des rameaux de cèdre. Ils veillaient à ne pas rire, à ne pas parler fort, de peur d'alerter les esprits du large. Un bol d'eau salée était déposé sur la grève, pour les âmes égarées, celles que la brume avait reconduites loin du feu familial. « Il fallait paiser », répéta-t-il. Souvent, la brume s'écartait alors, laissant place à l'aube. Marie songea au soir où la brume s'était refermée sans un bruit, plus dense qu'à l'accoutumée. Avait-elle mal dormi, ou bien avait-elle connu cet instant où, demi-éveillée, elle se sentait scrutée par quelque chose que les yeux ne pouvaient saisir? Parfois, les colons se plaignaient d'échos dans la nuit. Des mots déformés, un chant lointain que seul entendait mais qu'aucun ne comprenait. « Le vent parle », avait souri le vicaire, tentant de rassurer, mais Marie, depuis l'histoire de Mantéo, savait que le vent n'aimait pas les moqueries. Parmi les femmes, la plus âgée, Edwina, murmurait que la misère était moins due aux récoltes gâtées qu'à la colère des lieux. « Nous avons bâti à même le cœur de l'ancien monde », disait-elle, le front plissé. La nuit, elle attachait à la poignée de sa porte un bouquet de feuilles séchées, comme le faisaient autrefois les gens de la tribu. Des symboles oubliés, des gestes ramenés de l'enfance. Tout cela tentait de refermer les brèches, d'empêcher la brume d'entrer. Mais la brume, douce et tenace, s'insinuait partout, rongeant la certitude, grignotant le souvenir. Au fil des semaines, la tension grandit. Certains enfants disparurent dans les sous-bois. On retrouva leurs traces dans la rosée du matin, puis plus rien, sinon la certitude d'un souffle froid, d'un parfum d'algues, d'un pressentiment malheureux. Les adultes s'armaient contre la peur, brandissant torchers et bâtons, mais la forêt n'était jamais vide, ni la brume inoffensive. Un homme, Peter Gildé, fut vu pour la dernière fois au crépuscule, longeant l'étang. Le matin, son pas s'effaçait déjà, happé par le brouillard. Marie se savait envahie par la superstition. Pourtant, comment ignorer les signes? Les ombres allongées, les empreintes aussitôt effacées, le chant du vent semblant répercuter des noms oubliés plus que la simple colère du ciel. Même John, le gouverneur, doutait désormais. Chaque nuit, il fléchissait dans la prière, demandant des rêves paisibles, implorant que nul autre ne soit reconduit à la brume. Soudain, ce fut comme si l'île elle-même retenait son souffle. Les oiseaux cessaient leur tumulte matinal, les animaux se tairaient, renonçant à leur balai familier. La brume se faisait plus épaisse, le vent tournait plus souvent, coupant la lumière. Marie se rappelait alors la phrase murmurée par Mantéo. « Tout ce qui vient sans offrir doit un jour rendre. » Une fois, osant défier sa peur, Marie revint sur la plage au couchant. Elle apporta, selon la coutume racontée par Mantéo, un petit bol d'eau, des perles de verre et une plume blanche arrachée à un oiseau du matin. Elle les posa sur une pierre plate, ferma les yeux, laissa le vent effleurer son visage. Au loin, l'océan grondait, la brume levait d'épaisses volutes, et, dans ce silence, Marie crut entendre un gémissement indistinct, une voix ancienne, plus vieille que la mémoire. Tout autour, le vent soulevait le sable, dessinait des arabesques, tordait la lumière. Marie se sentit minuscule dans ce théâtre oublié, simple visiteuse d'un monde plus ancien que tout ce qu'elle pouvait comprendre. L'étrange certitude qu'il fallait demander pardon s'empara d'elle. Elle souffla vers la mer,
murmurant dans la langue de la prière. Le lendemain, la brume s'était retirée. Les brumes de l'aube glissaient sur l'océan froid comme le souffle d'un animal ancien, enveloppant l'île d'encre et de silence. Les vagues frappaient les roches éboulées tout au bout d'un monde, là où les cartes perdaient leur courage et se dissolvaient dans l'inconnu. Ici, quelque part sur la longitude des songes et la latitude de la peur, la mémoire du vent chuchotait une langue que seuls les insomniaques et les ombres comprenaient. Sur cette île, le temps tournait autour d'un noyau secret, refusant d'admettre ce qui avait été perdu et ce qui devait rester enseveli. Des siècles avaient passé, et les étoiles avaient changé de disposition. Ceux qui, jadis, étaient arrivés sur ce rivage à la recherche d'un nouveau monde, s'étaient dissous dans le brouillard de l'histoire, laissant derrière eux une arche de secrets scellée sous la mousse et le vent. Mais de l'autre côté des mers, parmi les couloirs sombres des sociétés savantes et les tablées bruyantes des marins, la légende n'avait jamais totalement disparu. Il suffisait d'un murmure, d'un fragment d'encre gravé d'un nom oublié, pour que l'obsession s'allume comme une fièvre. Ce furent d'abord les pêcheurs, hommes au visage marqué par le sel et la mémoire ancienne, qui parlèrent de la lumière du soir s'accrochant étrangement aux nuages, de voix ténues portées par la marée montante. La rumeur courut, sinueuse, jusqu'aux oreilles avides des érudits et des aventuriers. Alors on arma les premières petites goélettes pour l'île des disparus. Les archives témoignent, île fantôme, île des brumes, île murmurante. Nul ne la nomme de façon identique, de sorte qu'elle semble, à chaque récit, glisser ailleurs. Mais tous s'accordent sur ce point. Quand le navire franchit la dernière brume, une sensation effleure les voyageurs, tel un doigt glacé entre la peau et le cœur. La certitude d'approcher de quelque chose qu'on ne devrait pas rencontrer. La première expédition documentée, dirigée par le professeur Erskine en 1772, fit route sur un sloop nommé Diligence. Armé d'artefacts, de rêves scientifiques et d'amulettes superstitieuses, il navigua droit vers la zone que les pêcheurs évitaient. Le journal du second, resté sec par hasard dans un coffre, témoigne de l'étrangeté qui saisit l'équipage bien avant la côte. Nous percevons des éclats de voix dans les rafales. Parfois, il me semble que Wilk, qui ne parle guère anglais, répond dans son sommeil à une femme qu'il n'a jamais connue. Une nuit, le compas tourna sans fin, comme sur une marelle. Juste avant l'aube, la diligence croisa un courant glacial et des algues brillantes. Nous n'avons pas osé jeter l'ancre. Erskine ordonna d'explorer à la rame, mais le premier canot fut manquant à l'appel au lever du matin. 3 hommes, jetés dans la substance laiteuse du brouillard, s'étaient volatilisés sans un sillage. Ils en trouvèrent un, des jours plus tard, tournant en rond près d'un récif, effaré, le regard fixe, les mains crispées sur des galets ronchères à l'enfance. Il répétait en boucle « Ils ne nous veulent pas ». Le navire, pressé par le manque de vivres et une tempête subite à la nuit tombante, rebroussa chemin dans un silence épuisé. Du voyage, il ne resta rien de concret, si ce n'est, dans la mémoire mouillée d'Erskine, le poids de silhouettes entrevues sur la lande et les voix murmurant à la brune, voix sans corps, comme des souvenirs d'ailleurs. À la lecture de ce rapport, on aurait pu croire la curiosité humaine apaisée. Au contraire, l'étrange attire la faim de savoir, comme la lueur attire la noyade d'un papillon de nuit. La toute fin du XIXe siècle vit affluer vers ces eaux troubles une nouvelle vague d'explorateurs, galvanisés par la découverte de fragments d'objets non identifiés, rejetés à la côte d'îles voisines. Un médaillon aux armoiries de la Royal Navy, une montre de poche gravée à l'anglaise, un morceau de journal dont l'encre, presque effacée, répétait ce qui ressemblait à une prière ou à une ultime adresse. Pas de squelette, pas de restes humains, rien que le vestige du passage, oublié du monde. L'expédition du capitaine Fielding fut la plus ambitieuse. 6 semaines de vivres, instruments de relevé topographique, appareils photographiques, chiens insomniaques et 6 marins assez pauvres pour vendre leur peur. Ils touchèrent terre sur la grève orientale par temps clair. Entendez, une clarté fantomatique, le genre de lumière blafarde qui ne réchauffe pas les os.
Fielding, méthodique, consigna tout. Nous vîmes d'abondants objets, épars sur un repli du rivage, couteau à manche d'ivoire, bouton d'uniforme, culot de pistolet et ce chapeau de feutre à la boucle rouillée. Tout portait la marque du XIXe siècle et pourtant nul cadavre. Les objets furent photographiés. Un des chiens, le plus vieux, se mit à gémir vers l'intérieur, ventre au ras du sol. Quand la nuit tomba, s'éleva un vent qui ne semblait pas provenir de l'océan, mais du cœur de l'île. La suite de son récit devient fragmentaire, ligne hachée, rature d'urgence. Nous avons dormi difficilement. Chakotments. Bribes de conversation dans un anglais rêche, lointain. Lupin, le cuisinier, dit avoir vu une femme en blanc entre deux troncs de bouleau. À l'aube, un de nos hommes, Eckersley, manquait. Seules ses empreintes menaient droit au nord, dans les feuillages d'argile. Rien n'indiquait un retour. Le sort du capitaine Fielding demeure incertain. Son journal s'arrête le 3e soir, sur cette phrase « Le sol respire ». Nous n'aurions pas dû, par soif d'explication, on monta une opération de secours, mais le navire de sauvetage fut pris dans une dangereuse tempête, dont les cartes météorologiques gardent la trace bien que rien, au large, n'annonçait la moindre perturbation. Les générations passèrent. Le regard des hommes changea, non l'avidité. Les cartographes tentèrent un siècle plus tard d'imposer des lignes précises sur la carte de l'île. Leurs relevés ne concordaient jamais. Chaque expédition trouvait la côte déplacée, le cap effacé, comme si l'île, douée de sa propre volonté, s'esquivait au dernier moment. Plusieurs théories naquirent, fabulées par les revues scientifiques ou les journalistes d'aventure. Air magnétique exceptionnel, gaz hallucinogène sécrété par la flore locale, phénomène optique unique aux latitudes arctiques. Mais rien n'expliquait la disparition spontanée des explorateurs. Rien n'expliquait que dans chaque récit, même les plus rationnels, surgisse la même chose, les voix. On raconta qu'en 1914, une équipe de la Royal Geographical Society, lourde d'instruments et de promesses de gloire, débarqua à la saison où le vent est le moins traître. Ils dressèrent des tentes colorées, mesurèrent le sol, s'avancèrent plus loin que les précédents. Ils trouvèrent, sous un entrelac de racines, une page de journal mouillé, une description d'un repas du soir et de chants partagés. 6 lignes, s'arrêtant brutalement. Le vent, le soir, gonfla leur tente de mots inconnus. Un matin, il n'en resta que 2 membres, tremblants, hagards, refusant de parler. Une légende naquit, selon laquelle la Terre avalait les questions avec la voracité d'un gouffre. Au fil des époques, la rumeur de l'île évolua. On n'osait plus réclamer sa découverte, seulement la survoler par indifférence ou accident. Les rares marins contraints de s'en approcher rapportèrent avoir entendu, dans le martèlement des vagues, des échos de bonjour et d'adieu, parfois des refrains anglais déformés par le vent, comme si l'île se souvenait à la place de ceux qui avaient disparu. L'absence de cadavres, la présence toujours renouvelée d'heures disparates. Un gobelet, un bouton, une lettre, ternissaient la frontière entre les vivants et les morts. Il y avait parmi les héritiers de la première colonie ceux qui, dans le secret de la honte familiale, consultaient des chamans oubliés et interrogeaient leurs songes. Les descendants des disparus sentaient peser sur eux une attente sourde, une tension familiale qui, parfois, les poussait vers les falaises la nuit ou vers le large, sans comprendre pourquoi. Ceux-là racontèrent, des siècles après, que certains soirs de brume, ils percevaient dans l'air épais la voix de ceux qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Parfois un vient étouffé, parfois, plus redoutable, reste éloigné. Ni analysis ni exorcisms ne pourrent résoudre les monstres. Un géophysicien voulut absolument prouver la déraison des superstitions. Il vint, instrument à la main, persuadé de faire taire les fantômes dans le cuivre et le fer. La légende dit qu'il croisa au large un brouillard si épais que la boussole se mua en mirage, la radio en chanson de baleine, et que, le soir, il nota dans son carnet « Impossible retour ». Tout me conduit au centre.
Les voix s'assemblent autour de la roche comme une nuée de lucioles. On retrouva le carnet dans une bouteille, roulé jusqu'à la côte par un vent sans nom. Les restes de l'expédition, jamais. Les tentatives pour comprendre ou cartographier l'île semblaient narguées par une intelligence malicieuse, un refus d'être possédé, disséqué et même reconnu. Les visiteurs, de plus en plus rares, étaient accueillis par des tempêtes éclatant sans prévenir, des grêlons aussi denses que des pierres, et, toujours, la sensation de ne jamais vraiment poser le pied sur la terre ferme. Au fil du temps, plus personne n'essaya de s'aventurer jusqu'au cœur. Les chercheurs bredouilles rentraient, cabossés, murmurant, comme s'ils rapportaient dans leurs valises le silence même de l'île. Il existe, dans certaines archives confidentielles, d'étranges phonogrammes. Un explorateur du milieu du XXe siècle parvint à faire tourner, sur une vieille machine, la captation d'un crépuscule. La nuit avançait sur les plages écartées de Caroline du Nord, où l'écume venait s'échouer dans un frisson lumineux sur les galets. Un jeune pêcheur, Owen, veillait seul sur la jetée, le regard fuyant de la lanterne pendue à sa barque vers les ténèbres mouvantes. Les vents de l'Atlantique soufflaient, légers, mais porteurs de récits que son grand-père répétait jadis, alors que la lune, ronde et pâle, flottait au-dessus des pins tordus. En cette saison, les eaux se tempèrent. Tandis que ses filets battaient la mesure au rythme des vagues, Owen remarqua un éclat étrange glissant à la surface juste au-delà. Il pensa d'abord à la bioluminescence des méduses, fréquentes ces soirs-là, mais aucune d'entre elles n'aurait pu jeter de reflets aussi vifs, aussi purs. D'un geste prudent, il saisit le col de sa vareuse, laissant ses doigts frôler la hachette à sa ceinture. On disait que ceux qui osaient s'approcher de ces feux mystérieux revenaient changés, ou ne revenaient pas du tout. Ce soir précisément, la houle semblait porteuse de secrets. Le ressac répétait le même nom presque imperceptiblement, un mot mis à mal par 1000 conjectures et autant d'histoires contées à voix basse. Crowtone. Simple légende de vestiges coloniaux pour certains, vertige des disparus pour d'autres. Mais Owen croyait l'avoir entendu, alors que le vent, d'habitude rieur, prenait des accents de pleurs ou de prières. Il s'approcha alors, le courage chauffé par la curiosité, la lumière de sa lanterne en balancier devant lui. Plus il avançait, plus le brouillard semblait s'épaissir, montant lentement depuis les flots, jusqu'à éteindre la lumière de tout repère. Sur la côte, derrière lui, la lisière obscure des bois paraissait reculer, comme aspirée par la brume. Tous ses sens en alerte, Owen s'arrêta, une peur muette lui étreignant la gorge. Entre deux rugissements du vent, un chuchotis effleurait son oreille, glacial et indistinct. Pas du vent, assurément. Des feux bleus, vifs comme des éclairs d'orage, se mirent à danser à la surface des vagues. D'abord timide, il s'agitait à présent en spirale, se coulant autour des rochers, puis plongeant dans les eaux noires en silence. Toujours ce nom, chuchoté, scandé, répété dans un écho venu d'ailleurs. De l'autre côté du brouillard, il crut voir des ombres, fines silhouettes qui se mouvaient, impalpables, à la lisière du visible. Owen voulut reculer, mais la jetée était déjà loin derrière lui. Il n'y avait plus de jetée, seulement la mer, et cette brume épaisse, pénétrante. Un frisson monta de son dos jusqu'à sa nuque. Les feux bleus semblaient l'appeler, s'approchant, dansant, toujours plus pressant. Il sentit son cœur battre la chamade, l'adrénaline affluer à son esprit. Les rumeurs anciennes, à qui il n'offrait jadis que demi-confiance, surgissaient maintenant, toutes armées, se bousculant dans sa tête. Une voix, enfin, perça le voile du vent. Plus limpide, plus nette, elle semblait pourtant n'être qu'un murmure. Crowtone. Owen s'accroupit, main sur les oreilles, tentant de repousser la peur. Puis, tout se calma. Plus rien que le roulement lourd de la mer et la lumière bleue vacillante devant lui. Il osa relever les yeux, une forme grandissait sur la surface calme. D'abord floue, elle prit une apparence humaine, comme une silhouette tissée de brume, éclairée de l'intérieur par les émanations cobaltes du phénomène.
Elle leva un bras vers la rive, un doigt pointant le lointain. Rien ne semblait menacer Owen, mais la détresse contenue dans les traits de cet être troublait sa vigilance. Il crut entendre un sanglot à peine contenu. « Ne reste pas !» Le conseil était faible, presque inaudible, mais d'une sincérité poignante. Le jeune pêcheur, bravoure et crainte se disputant ses membres, recula d'un pas, puis d'un autre. Les lumières bleues, au lieu de l'assaillir, se dispersaient doucement, suivant la progression de son corps qui s'éloignait de leur cercle spectral. L'étrange silhouette, elle, fondait à nouveau dans la brume, absorbée lentement par cette mer qui n'avait jamais digéré tous ses secrets. Tandis qu'il regagnait tant bien que mal le rivage, Owen jetait encore des regards inquiets derrière lui. Rien ne l'en poursuivait, mais un froid cinglant lui glaçait les os, persistant, comme si un morceau de la nuit s'était accroché à sa veste. Il retrouva les premières maisons du hameau peu avant l'aube, haletant, défait, le teint cireux. Sur son seuil, la vieille Martha, qui n'avait pas dormi, l'attendait, ses yeux clairs traversant la brume avec une sagesse de nuit. Elle vit tout de suite à sa démarche qu'il avait rencontré l'un de ces moments où l'épaisseur du monde se tord. « Ça t'a choisi », murmura-t-elle doucement, posant une main sur son épaule. Owen, encore ébranlé, hocha la tête. Il n'osa pas raconter ce qu'il avait vu, pas même ce croatoan qui flottait encore à ses oreilles. Mais la vieille, elle savait déjà. Ses paumes calleuses se refermèrent sur celles du garçon, sa voix douce se fit linceul. « Ce mot, c'est un appel mais aussi une blessure, » chuchota-t-elle, un écho du temps où la mer a pris ce qu'elle voulait. « Nous vivons sur sa rive, Owen. » Elle n'oublie jamais ce qu'on lui doit. Sans bruit, elle l'attira dans la cuisine sombre où le feu crachotait faiblement. Elle lui versa du thé, lui glissa une vieille couverture, et ils restèrent là un moment, en silence, chassant la peur avec des gestes simples, séculaires. Le cœur battant moins fort, Owen finit par s'endormir, le mot « croatoan » demeurant comme un souffle sous ses paupières closes. Mais au matin, la rumeur s'était déjà répandue par des sentiers invisibles. Dans l'épicerie, chez le forgeron, et même au hangar à bateau, on disait qu'un autre avait vu les feux. Les pêcheurs évitaient désormais la jetée, parlant bas, échangeant des regards lourds de mémoire. Ils savaient tous que la malédiction n'était pas morte, qu'elle rôdait encore aux frontières de la brume et des flots. Le vieux capitaine Wilk, amateur de jeux de cartes et de vieilles bouteilles, insista pour raconter, une fois de plus, sa propre rencontre avec la légende. À quiconque voulait bien l'écouter, il rappelait cette aube où le brouillard avait semblé vivant, où son bateau avait glissé sur une mer hostile, et où un nom, porté par les vagues, l'avait fait tressaillir comme un coup de fouet. « Il ne faut pas aller là-bas », martelait-il souvent. « Quand la brume arrive, il faut rentrer. Sinon, on devient comme eux, partie prenante du secret, écho du même mot maudit. » Dans la mémoire collective du village résonnaient les disparitions du passé. On murmurait que certains, séduits par la lumière étrange, avaient marché tout droit dans la mer, sans crainte, persuadés de retrouver quelque chose ou quelqu'un qu'ils avaient perdu. Personne ne revint de ces étranges errances. Pour chaque nom inscrit sur la plaque de bois de l'église, on inventait une histoire. Les enfants grandissaient avec l'injonction de rester près du sable sec, loin des bras de la mer, ces soirs où les feux dansent. Les semaines passèrent, et chaque soir de brume, Owen écoutait le même mot, précautionneusement, en remontant ses filets au crépuscule. Il promettait de ne plus jamais avancer vers la lisière interdite, là où le vent se tord et où le brouillard avale toute certitude. Mais la nuit qui suivit la pleine lune, c'est sa petite sœur, Ellie, qui revint du bois en courant, le souffle coupé. Je l'ai vue. Les lumières. Elle dansait, là-bas, par-delà la dune. Son visage était tout pâle, ses yeux, écarquillés par la peur ou la fascination, il était impossible de dire. Martha la prit dans ses bras, la berça, murmura des paroles douces en déposant des brindilles de lavande sur son front. Mais le mot s'échappa des lèvres d'Ellie,
plus faible, mais si net, Croatoan. Owen sentit alors la même angoisse qu'il avait ressentie cette nuit-là, une peur diffuse, partagée, qui se transmet comme une mauvaise fièvre. Cette fois, il ne pouvait plus se cacher derrière son ignorance. La chose, quelle qu'elle soit, n'était pas un caprice du passé, ni un vestige oublié. Elle s'insinuait dans le présent, prenait racine dans la vie même de ceux qui l'aimaient. La malédiction ne frappait pas une seule génération, elle traversait le sang et la mémoire, cherchait chaque nuit de nouveaux yeux pour la regarder. Au fil des jours sombres, la vie du village se teintait d'inquiétude. Chacun allait à ses tâches comme à l'abattage, le silence pesant entre deux rafales, les regards fuyants, la peur à peine voilée sous la routine. Les bruits prenaient trop souvent le goût du chuchotement maudit. Dans les écoles, on interdit aux enfants de s'éloigner. On évitait les histoires avant de dormir. Pourtant, la nuit venue, des feux bleus brillaient toujours au loin. Certains habitants en vinrent à croire que c'était un avertissement, une bonté tordue envoyée par les disparus, un appel à ne pas commettre leurs erreurs. D'autres disaient que c'était simplement la colère de la mer, refusant à jamais de pardonner ce qui s'était passé sur Roanoke, il y a si longtemps. Les plus pieux se réunissaient dans la petite église, priant en silence, persuadés qu'il fallait apaiser des âmes jalouses, retenues dans un cycle sans fin. Owen, de son côté, ne trouvait plus la paix. Chaque nuit, il rêvait de visages indistincts, consumés par la brume, le regard implorant à travers les rideaux de lumière. Des enfants perdus, des mères, des hommes sans nom. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.